Deuxième séquence, la voie poétique d'Éluard. Comment situer la voie poétique d'Éluard? Elle se place au confluent d'influences assez faciles à identifier. Naturellement, comme tous les poètes de sa génération, Éluard est fasciné par une profession d'admiration sans réserve pour Baudelaire et pour Rimbaud, c'est-à-dire les fondateurs de la modernité poétique pour cette génération de textes. Il faut rappeler d'ailleurs que Baudelaire, à l'époque, sur le premier versant du XXe siècle, est considéré encore comme un poète sulfureux et, à ce titre, presque interdit d'anthologie scolaire. Et c'est dans le sillage de Baudelaire et de Rimbaud qu'il perçoit, comme Breton, l'autonomie de la parole poétique par rapport à toute forme de discours, par rapport à toute valeur socialisée, et qu'il cultive l'image, la force irradiante, détonnante de l'image. Il hérite aussi d'Apollinaire, qui avait justement forgé le terme de surréaliste pour son drame Les Mamelles de Tirésias. L'auteur d'Alcool, on le sait, a promu au-delà de Baudelaire une esthétique de la modernité, une écriture de la surprise, qu'on va retrouver constamment chez lui. Enfin, sa poésie est bien sûr très fortement marquée, imprégnée par l'empreinte surréaliste. Éluard aurait sans doute, de toute manière, été poète, mais sa rencontre avec Breton en 1919 a très certainement été décisive à l'époque dadaïste. Il partage avec l'auteur des deux manifestes du surréalisme des orientations majeures, aussi bien d'ailleurs dans les thèmes que dans les modalités de l'écriture. C'est une œuvre qui, comme celle de Breton, est constamment à l'enseigne du désir, de la liberté, de l'amour. Une écriture qui s'émancipe constamment de la rationalité, qui exploite la force détonnante donc, de l'image, qui va devenir image surréaliste, le stupéfiant image, comme l'écrira Aragon dans le traité du style. Néanmoins, et c'est une chose absolument capitale à avoir en tête, Éluard n'a été qu'en partie surréaliste et c'est une réserve qui permet justement de mieux approcher sa spécificité poétique. Dans ses entretiens pour la radio, à la fin de sa vie, Breton a rappelé l'irritation qu'il a conçue, irritation peut-être marquée par une certaine jalousie. Il l'a conçue très tôt pour la poésie d'Éluard qui, à son goût, était un peu trop lisse, pas assez violente, pas assez marquée par la provocation. Et il est vrai que de tous les surréalistes, Éluard était celui pour lequel la presse, réputée bourgeoise bien sûr, n'avait, et pratiquement depuis le début, que des éloges. Et d'ailleurs, lorsque les deux poètes, Breton et Éluard, se sont séparés, c'est en 1938, à une époque où Éluard, depuis quelques années déjà, tente davantage de répondre à des préoccupations politiques, la chose s'est faite sans fracas. Rien à voir avec la rupture orageuse avec Salvador Dali et avec le procès fait à Aragon, par exemple, en 1931. Mais c'est qu'Éluard avait pris ses distances très tôt sur deux plans essentiels. D'abord en contestant le culte exclusif de l'inconscient et donc la pratique de l'écriture automatique qui lui correspondait. Il ne l'a lui-même que très peu pratiqué. Et puis, contre Breton, il a très tôt maintenu la distinction entre poème, texte automatique, récit de rêve. Voici ce qu'il écrivait dans la préface des Dessous d'une vie en 1926, c'est-à-dire 10 ans avant Les Yeux fertiles. Je cite Éluard. Il est extrêmement souhaitable que l'on n'établisse pas une confusion entre les différents textes de ce livre, rêves, textes surréalistes et poèmes. Des rêves, nul ne peut les prendre pour des poèmes. Ils sont pour un esprit préoccupé du merveilleux, la réalité vivante. Mais des poèmes par lesquels l'esprit tente de désensibiliser le monde, de susciter l'aventure et de subir des enchantements, il est indispensable de savoir qu'ils sont la conséquence d'une volonté assez bien définie, l'écho d'un espoir ou d'un désespoir formulé. L'essence du poème, c'est donc d'être porté par une intention. Il est, on pourrait le dire avec les termes de Sartre, il est une liberté qui s'engage sous le regard d'autrui. Et cela révèle la liaison profonde et essentielle, sans laquelle on ne comprend rien à cet auteur,
entre éthique et esthétique, une liaison qui irrigue, qui soutient, qui supporte, qui construit toute l'œuvre d'Éluard. Et d'ailleurs, les titres qu'il choisit dans les années 30 infléchissent son projet dans un sens qui est manifestement opposé à l'esthétique de la provocation, qui est encore prônée par les surréalistes. Dans les années qui précèdent les Mains libres, il publie par exemple en 1932 La vie immédiate, en 1935 Facile, et un an après les Mains libres, en 1938, il va publier Cours naturel, et les titres peut-être les plus parlants, les plus significatifs de la poétique qu'il développe alors sont ceux de deux recueils de réflexions sur la poésie qu'il fait paraître dans ces années-là, L'évidence poétique en 1937, qui sera prolongée 2 ans plus tard, 1939, par Donner à voir. Donner à voir, c'est une expression médiévale utilisée par les peintres pour désigner leur travail et qui avait été retrouvée par Éluard, grand lecteur de textes de cette époque. Donner à voir, expression qu'il s'approprie, qu'il fait sienne donc, suggère que la poésie d'Éluard se veut conquête de l'évidence, au sens étymologique du terme, c'est-à-dire conquête du visible. On est donc à milieu de ce que Mallarmé revendiquait, ce qu'il appelait par exemple le mystère dans les lettres. Naturellement, pour Éluard, ce visible ne se confond pas avec la seule évidence sensible, avec les apparences immédiates. Le visible englobe pour lui la totalité de l'existence. Donc c'est un visible à construire, à étendre à l'infini, et qui est pour lui l'espace même de la liberté. Voici la définition que Éluard donne de l'acte même du regard dans Donner à voir à propos de Picasso, qui a été son ami le plus proche. Voir, c'est comprendre, juger, transformer, imaginer, oublier ou s'oublier, être ou disparaître. Autrement dit, voir est une conquête, et non pas un enregistrement. Alors on comprend là à quel point l'ambition poétique d'Éluard est contraire à toutes les poétiques modernes qui, depuis Mallarmé, sont fondées sur une parole négative, une parole qui serait minée par le sentiment de son insuffisance, de son échec prévisible. L'œuvre de Jacotet, par exemple, est traversée par la conscience d'une fragilité de la parole, par la menace d'un effondrement du dire poétique. Et à l'inverse, Éluard est plutôt dans le sillage, tout surréaliste qu'il soit, il est plutôt dans le sillage des classiques, des romantiques, c'est-à-dire de ces écrivains qui croient à une préhension possible, mutuelle des mots et du monde. En 1952, l'année même de sa mort, dans Les Sentiers et les routes de la poésie, il affirme ceci: « Les hommes ont dévoré un dictionnaire et ce qu'ils nomment existe. » Le poème est donc une épiphanie, un surgissement simultané de la parole et du réel. Il n'est pas là, comme chez Mallarmé, pour révéler l'envers des choses. Il n'est pas non plus, comme chez des poètes bien connus du XXe siècle, menacé de silence et d'aphasie. Il fait accéder le réel à une visibilité pure, à un état d'évidence, pour reprendre son terme, où la réalité se donne donc pleinement à voir, mais dans sa richesse infinie. Et c'est la raison, naturellement, pour laquelle Éluard avait une fascination naturelle, manifeste pour les peintres, et notamment Picasso. Chez Picasso, ce qu'il célébrait, ça n'était pas la recherche, ça n'était pas le tâtonnement, c'était une démiurgie qu'il percevait comme une sorte de déploiement vital d'existence.